Bonjour! Bienvenue sur ma toute première vidéo de Tofu Critique, la chaîne qui parle de végétarisme et de véganisme à partir d'articles scientifiques publiés dans des journaux à comité de lecture. Les liens sont dans la description. Projetons-nous en 2050. La Terre accueillera très certainement 9 milliards d'êtres humains, ce qui nécessitera une augmentation de 70 à 150% de la production agricole. Même si l'on peut espérer que les rendements augmentent, il faudra très certainement plus de surface agricole. Vous l'aurez compris, il va falloir partager. Je vais vous présenter principalement 3 études récentes, qui parlent des surfaces agricoles nécessaires en fonction des régimes alimentaires. Mais je tiens à préciser que je vais parler uniquement des surfaces agricoles. Je ne parlerai pas d'éthique animale, je ne parlerai pas de gaz à effet de serre, je ne parlerai pas de la consommation de poissons, je ne parlerai pas non plus de la consommation d'eau. Vous l'aurez compris, je vais parler de surfaces agricoles. Et ce ne sera pas non plus exhaustif, je ne peux pas vous parler de la tonne d'articles scientifiques parus sur le sujet. Mais je pense que je vous ai sélectionné des articles intéressants. Voilà, maintenant ça c'est dit. Je voudrais également rappeler qu'un seul article scientifique n'amène pas forcément à un consensus scientifique. Pour avoir un consensus scientifique, il faut accumuler plusieurs études qui traitent du même sujet et qui ont montré des résultats similaires avec des conclusions similaires. Premier article! Cet article a été publié par Aleksandrovich et collaborateurs en 2016 dans la revue PLOS ONE. C'est une revue systématique. Ça veut dire que les auteurs ont sélectionné et évalué des articles déjà publiés. Ils ont gardé les articles les plus sérieux et ont synthétisé les résultats dans un seul article. Cette démarche aide beaucoup à la construction du consensus scientifique. Dans cette étude, ils ont donc regardé l'utilisation de surfaces agricoles en fonction de régimes alimentaires. Et voici les résultats. Ils sont présentés en différence relative par rapport au 0 qui correspond aux surfaces agricoles nécessaires au régime moyen actuel. Les résultats sont présentés en forme de boîte à moustaches, qui se lisent de la manière suivante. Le trait du milieu correspond à la médiane, ici c'est 37%, ça voudrait dire une diminution de 37% de surface agricole nécessaire par rapport au régime moyen actuel. Chaque compartiment de la boîte à moustaches correspond à 25% des valeurs collectées des différents articles. La barre limite à gauche correspond à la valeur la plus haute, et la barre limite à droite à la valeur la plus basse. Maintenant qu'on sait lire une boîte à moustaches, voici les résultats. Pour le régime en apport équilibré, il est basé sur 2 études, et la médiane est à -3. Ils ont aussi regardé d'autres régimes alimentaires où la viande est en partie remplacée par d'autres types d'ingrédients. Puis ils ont regardé le régime recommandé, un régime où les produits des ruminants sont remplacés par des produits de monogastriques comme le porc, le poulet ou les œufs, le régime lacto-ovo-végétarien, et le régime végétalien, aussi appelé régime vegan. On voit qu'on a besoin de moins en moins de surface au fur et à mesure que l'on augmente la part de végétaux dans les régimes alimentaires. Et le régime végétalien est le meilleur avec une réduction de 55%. Mais arrêtons-nous un instant. C'est quoi en fait une surface agricole? Les surfaces agricoles, je vais rien vous apprendre, sont toutes les surfaces dédiées à l'agriculture. Elles peuvent être divisées en 2 parties. Les surfaces cultivées, dont les récoltes peuvent être utilisées en alimentation humaine directe, mais aussi pour nourrir le bétail. Et les pâturages et les prairies, qui par contre sont utilisés seulement pour nourrir les animaux. Pour connaître la répartition de ces 2 types de surfaces, j'ai consulté le site de la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Dans l'onglet Data, on a accès à la plus grande base de données sur l'alimentation et l'agriculture. On peut télécharger gratuitement différents types de données sur différents pays et sur toutes les années depuis 1961. À l'échelle de la planète, il y a 15 milliards d'hectares de surfaces émergées. Environ 1/3 de ces surfaces sont des surfaces agricoles. Et 2/3 sont des surfaces non agricoles. Surtout parce que ce sont des surfaces non exploitables, comme des déserts ou des terres bétonnées. Il y a aussi des espaces protégés comme certaines forêts. Ou alors des espaces qui ne sont pas protégés mais qui sont très peu accessibles. Sur les 5 milliards d'hectares de surfaces agricoles, il y a 30% qui sont des surfaces cultivées sur 1,4 milliard d'hectares. Et 70% des surfaces agricoles sont en fait des pâturages et des prairies sur 3,4 milliards d'hectares. Ces surfaces sont destinées à nourrir le bétail uniquement et essentiellement des ruminants, et ces surfaces ne sont jamais cultivées. Les pâturages et prairies peuvent être divisés en 2 parties. Une partie à 2 milliards d'hectares qui est largement exploitée pour le bétail, et une partie à 1,5 milliard d'hectares qui est très rarement utilisée pour le bétail, parce que les zones sont trop peu accessibles, ou alors parce qu'il y a des inconvénients, comme beaucoup d'arbustes par exemple. Mais il faut garder en tête que la plupart des prairies et pâturages ne sont pas appropriés pour les cultures. En d'autres termes, on cultive déjà les meilleures surfaces, mais on en reparlera tout à l'heure. Maintenant, si on regarde au sein des 1,4 milliard d'hectares des surfaces cultivées, on a 33% qui est en fait utilisé pour l'alimentation animale sur 460 millions d'hectares,
Ce sont des cultures qui sont en concurrence avec l'alimentation humaine directe. Ce sont des surfaces qui pourraient être utilisées pour l'alimentation humaine, mais qui sont utilisées pour le bétail. Et certaines études projettent que ce pourcentage va augmenter dans le futur. 74% des surfaces cultivées sont dédiées à l'alimentation humaine directe sur 1 milliard d'hectares. Et 3% sont des débouchés industriels, comme le colza pour la production de biocarburants ou alors les pommes de terre pour la production de polymères. Maintenant, si l'on projette les surfaces cultivées en alimentation animale et en alimentation humaine sur le diagramme des surfaces agricoles, voici ce que l'on obtient. Vous avez peut-être vu passer sur internet des articles comme celui de consommerresponsable.com qui nous disent que aujourd'hui 70% des terres agricoles sont utilisées pour l'alimentation du bétail en soja, blé et maïs. Vous saurez maintenant que c'est faux, c'est en fait 70% des terres agricoles totales, surtout des prairies, ou alors un tiers des surfaces cultivées en soja, blé et maïs. Et consommerresponsable.com, je vous mets un 3 sur 20 pour cet article qui tire les chiffres dans votre sens. Je suis également allé voir le site viande.info qui est tenu par l'association L214 Éthique et Animaux sur cet article élevage et sous-alimentation. On y trouve que 33% des terres cultivables de la planète sont utilisées à produire l'alimentation des animaux d'élevage. Oui, c'est vrai. Et que au total, ce sont 70% des terres à usage agricole qui, directement ou indirectement, sont consacrées à l'élevage. Alors oui, c'est vrai aussi. Alors pourquoi vous illustrez vos 70% de surface agricole avec une surface cultivée, alors que la majorité, c'est des prairies? Alors L214, je vous mets un 8 sur 20 pour cet article, parce que même si les informations dans votre texte sont vraies, l'illustration que vous avez choisie induit en erreur et tire encore les informations dans votre sens. En plus, même quand ces articles disent vrai, ils utilisent cet argument pour suggérer que si tout le monde était vegan, alors on pourrait récupérer 70% des terres agricoles, alors qu'on a vu dans l'article précédent que c'était plus compliqué que ça et que la médiane était plutôt autour de 55%. Et quand bien même on réussirait à libérer des surfaces agricoles, est-ce qu'on peut convertir les prairies en surfaces cultivées? Parce que les prairies, pour beaucoup, sont en fait des zones peu accessibles, comme en montagne par exemple, ou alors des terres qui sont trop pauvres pour y cultiver quoi que ce soit. Comme je l'ai dit juste avant, les terres que l'on cultive à l'heure actuelle sont en fait déjà les meilleures terres. Mais une étude de Motet et collaborateurs de 2017 publiée dans la revue Global Food Security s'intéresse à cette question. Ils ont regardé quelles surfaces étaient appropriées pour les cultures si on accepte une baisse de rendement de 25%. Et une baisse de rendement de 25%, c'est vraiment énorme. Et voici les résultats qu'ils ont obtenus. En couleur olive, ce sont les prairies qui sont actuellement beaucoup utilisées pour le bétail et qui seraient convertibles. Ça correspond à peu près à 1 milliard d'hectares. En jaune, ce sont les prairies qui sont appropriées pour les cultures mais qui n'ont pas d'animaux à l'heure actuelle. C'est environ 197 millions d'hectares. En vert et en vert clair, ce sont les zones qui ne pourront pas être converties. On remarque que ça correspond aux zones où il y a des déserts ou alors là où le climat n'est pas approprié pour la culture. Malheureusement, ces surfaces risquent de s'agrandir avec le réchauffement climatique. Et quand bien même on pourrait convertir ces prairies en surfaces cultivées, est-ce qu'on le veut vraiment? Parce que les prairies, elles ont leur propre écosystème. C'est par exemple un habitat et une source de nourriture pour de nombreux insectes. Et si on les convertissait en monoculture, cela affecterait grandement la biodiversité locale, le climat local et les cycles biogéochimiques. Bref, ces conversions ajouteraient une pression environnementale. Et comme on a vu sur la carte juste avant, ces zones convertibles correspondent à des zones du monde qui sont déjà largement cultivées, et ça ne ferait qu'ajouter une pression supplémentaire sur ces zones qui en subissent déjà beaucoup. Pour un système agricole plus durable, il vaudrait mieux ne pas les convertir et se partager les surfaces qui sont déjà cultivées. Je vais maintenant ouvrir une parenthèse pour vous parler de sécurité alimentaire, car ce n'est pas parce qu'on libère des surfaces agricoles que cela aura un impact à court terme. La sécurité alimentaire a été définie lors du sommet mondial de l'alimentation de 1996 selon 4 piliers principaux. Le premier, c'est la disponibilité. Il faut que la nourriture soit produite. C'est là-dessus que l'économie des surfaces agricoles peut jouer. Il faut également qu'il y ait un accès à cette nourriture. En d'autres termes, il faut que la nourriture soit présente au bon endroit et au bon moment. Mais il faut aussi qu'il y ait un accès économique, qu'on ait les moyens de se payer cette nourriture. Il faut également une stabilité dans le temps de cette disponibilité et de cet accès. Et il faut également que l'utilisation de cette nourriture soit compatible avec un régime complet et équilibré. Cependant, à long terme, il est très probable que l'économie des surfaces agricoles joue un rôle important dans la sécurité alimentaire. Fermons la parenthèse. On a vu que la réduction de la consommation de viande permettait de réduire les surfaces agricoles, tout type confondu. Mais on peut se demander quels sont les régimes alimentaires qui permettent de réduire les surfaces cultivées. Pour essayer de répondre à cette question, voici l'étude numéro 2. C'est l'article de Peters et collaborateurs publié en 2016 dans le journal Elementa. Cette fois-ci, cette étude se focalise sur les États-Unis et n'est pas du tout à l'échelle planétaire comme la précédente. Les auteurs ont étudié l'utilisation des surfaces agricoles selon 10 scénarios de régime alimentaire.
Le premier régime est le régime actuel, le régime de référence, aussi appelé base pour baseline. C'est le régime moyen actuel des États-Unis. Et je ne vous apprends rien en vous disant qu'il est très riche en viande, en gras et en sucre. Ils ont aussi considéré le régime POS pour contrôle positif. C'est la même consommation de viande que le régime actuel, mais avec moins de sucre et moins de gras, pour que le régime rentre dans les valeurs nutritionnelles recommandées. Le contrôle positif permet de savoir si on observe des différences entre les régimes alimentaires, si cela est dû à la diminution de la consommation de viande ou si cela est juste dû au fait qu'on respecte un régime équilibré. Ils ont considéré des régimes omnivores sains, avec le régime Omni 100 où 100% de la population américaine est omnivore, le régime Omni 80 où 80% de la population est omnivore, le reste, soit 20% étant ovo-lacto-végétarien, le régime Omni 60, Omni 40 et Omni 20. Ils ont aussi considéré des régimes végétariens, avec le régime OVO qui inclut les œufs et les produits laitiers, le régime LAC qui inclut les œufs mais exclut les produits laitiers, et le régime VEG pour vegan qui exclut les œufs et les produits laitiers et se base entièrement sur les plantes. Ils ont ensuite simulé la surface nécessaire par an pour une personne en fonction du scénario du régime alimentaire. En ordonnée, on retrouve le nombre d'hectares par personne et par an en fonction du régime alimentaire. Et voici la surface agricole, tout type confondu, dont une personne a besoin en fonction de ses régimes. On voit que le régime moyen actuel est celui qui nécessite le plus de surface, le contrôle positif en nécessite un peu moins, puis ensuite, au fur et à mesure que l'on diminue la quantité de viande, cela permet de réduire la surface agricole nécessaire, tout type confondu. Les 3 meilleurs régimes sont les 3 régimes végétariens, et le régime vegan est celui qui a les meilleurs résultats. Ils ont ensuite considéré 3 types de surfaces agricoles. Les pâtures permanentes non convertibles qui permettent de nourrir uniquement les animaux, cela correspond sur la carte de tout à l'heure aux zones en vert vif. Ils ont aussi considéré les surfaces pour les fourrages et pour les pâtures convertibles qui sont utilisées comme telles de manière permanente. Les pâtures convertibles correspondent sur la carte de tout à l'heure aux zones en couleur olive. Et pour le foin, cela correspond techniquement à une surface cultivée puisqu'on y effectue une récolte. Mais ils ont quand même séparé les surfaces cultivées du reste, et cela correspond à des surfaces utilisées pour l'alimentation humaine directe, mais aussi pour les animaux. Pour les pâtures non convertibles, les résultats sont montrés en gris, et on remarque que même si la diminution de la consommation de viande permet de réduire les surfaces agricoles nécessaires, cela correspond en fait essentiellement à des pâtures. Les 3 régimes végétariens n'ont besoin d'aucune pâture, car les auteurs ont considéré que les produits laitiers étaient basés uniquement sur le foin. Et justement, pour le foin, les résultats sont montrés en vert. On voit que le régime vegan n'a besoin ni de pâture ni de fourrage, et c'est normal puisque le régime vegan est basé uniquement sur les surfaces cultivées. Et justement, voici les résultats en marron pour les surfaces cultivées. Et on voit que pour les surfaces cultivées, la réduction de la consommation de viande ne casse pas 3 branches à un céleri. Mais les régimes qui nécessitent le moins de surfaces cultivées sont en fait Omni 20, OVO et LAC. Le régime vegan nécessite plus de surfaces cultivées que ces 3 régimes majoritairement végétariens, car il faut compenser la perte de calories non obtenues sur les pâtures et les fourrages en augmentant les surfaces cultivées. Mais le régime vegan ainsi que les régimes majoritairement végétariens sont quand même meilleurs au niveau des surfaces cultivées que les régimes majoritairement omnivores. Par contre, les régimes majoritairement végétariens sont ceux qui nécessitent le plus de changements dans l'utilisation des surfaces cultivées. Les auteurs ont ensuite pris en compte la rotation des cultures, parce qu'une surface cultivée n'est pas forcément cultivée chaque année. Il est même recommandé pour éviter la dégradation des sols de ne pas les cultiver chaque année, et d'alterner sur 3 ans, 2 ans de culture et 1 an de jachère, de prairie ou de fourrage. Cela signifie donc que pour les régimes incluant des produits animaux, il pourra y avoir des calories produites sur les 3 années, tandis que pour le régime vegan, cela se limitera seulement à 2 années. Ils ont donc regardé combien de personnes pouvaient être nourries sur le sol américain en fonction des régimes alimentaires équilibrés et en fonction de la proportion des terres cultivables qui sont effectivement cultivées chaque année. Les résultats sont montrés sous forme de capacité porteuse, c'est-à-dire le nombre de personnes que l'on peut nourrir sur le sol américain, en fonction du ratio des surfaces cultivées sur les surfaces cultivables. Par exemple, à 0,49, ça voudrait dire que 49% des terres cultivables sont effectivement cultivées et 51% sont utilisées en prairie, en jachère ou en fourrage. Et ils ont regardé ça pour les 8 régimes alimentaires équilibrés. Pour le régime Omni 100, on voit que la courbe atteint un plateau très rapidement, permettant de nourrir un peu plus de 450 millions de personnes. Ce plateau est atteint car même si l'on augmente les surfaces cultivées, cela ne permettra pas de nourrir plus d'humains, car cette récolte sera utilisée pour nourrir le bétail. Je rappelle que le régime Omni 100 est différent du régime actuel, et que le régime actuel aurait une courbe avec un plateau qui se situerait en dessous de celui-là. Pour les autres résultats, on voit que le plateau est atteint toujours plus loin dans le ratio des surfaces cultivées sur les surfaces cultivables. Et on voit que le régime vegan n'atteint pas de plateau, et c'est normal car plus on augmente de surfaces cultivées, plus on peut nourrir de véganes puisque leur alimentation est basée uniquement sur les surfaces cultivées. À l'heure actuelle, aux États-Unis, il a été calculé que pour pallier à la dégradation des sols, il fallait un ratio à 0,71.
À ce ratio, 5 régimes sont meilleurs que les autres à quelques patates près. Le régime lacto-végétarien est le meilleur et le régime vegan est le 5e. Encore une fois, cela est dû au fait que le régime vegan ne peut pas récupérer d'apport calorique sur les prairies ou les fourrages. Et il faudrait atteindre un ratio de 0,92 pour que le régime vegan soit aussi bien que les autres. Ceci dit, au ratio 0,71, le régime vegan permettrait de nourrir 730 millions de personnes, soit un peu plus du double de la population actuelle des États-Unis, et le régime lacto-végétarien permettrait de nourrir 800 millions de personnes. Même en conservant ce ratio à 0,71, si les Américains réduisaient drastiquement leur consommation de viande, cela serait largement meilleur que le régime actuel ou que les régimes majoritairement omnivores. Et j'ai trouvé sur internet un article du HuffPost qui parle de cette étude et qui titre « Devenir vegan, ce n'est pas si bon pour l'environnement que ça ». Ils y disent que si les régimes testés fonctionnent bien mieux que celui actuellement suivi par la société américaine, la diète végane permet de nourrir moins de personnes que celle végétarienne. Pire, le véganisme est même battu par les scénarios où 20% et 40% de la population est toujours omnivore, mais dans des proportions raisonnables, celles recommandées par les nutritionnistes. Et ils disent à la toute fin que les chercheurs précisent qu'évidemment ces résultats ne demandent qu'à être affinés. C'est quand même un petit peu malhonnête quand on sait que la plupart des gens ne lisent que les titres des journaux de presse en ligne. Et c'est quand même très malhonnête de titrer que le véganisme n'est pas bon pour l'environnement alors qu'on vient de voir qu'on a tout intérêt à diminuer drastiquement la consommation de viande si l'on veut réduire la surface agricole nécessaire pour nourrir un maximum de personnes. Et on vient aussi de voir qu'on pouvait nourrir 2 fois la population américaine tout en étant 100% vegan et en gardant le ratio de 71% de surface cultivée parmi les surfaces cultivables. Le but n'est pas que le régime vegan soit le meilleur avec 92% de terres cultivées, mais de nourrir plus de personnes tout en préservant l'environnement. On vient aussi de voir qu'en fonction des méthodes de calcul, le régime vegan oscillait dans le classement mais qu'il était toujours largement meilleur que les régimes majoritairement omnivores. En plus, cette unique étude est réalisée aux États-Unis seulement et porte sur la capacité à nourrir les humains. Il n'est pas question ici d'être bon pour l'environnement. Et ce que le HuffPost ne dit pas non plus dans l'article, c'est que si 40% de la population est omnivore, alors 60% est bien végétarienne. Le HuffPost, j'imagine que c'est tentant de créer un buzz pour que les gens partagent ça sur les réseaux sociaux en mettant plein la gueule aux véganes, mais là on est à la limite de la fake news à une heure où on a tout intérêt à adopter massivement un régime sans viande. Avec des articles comme ça, vous ne faites qu'alimenter la scission entre véganes et omnivores. Le HuffPost, je vous mets donc un 0 sur 20 pour votre article, ainsi qu'un doigt pour votre malhonnêteté. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes méthodes d'estimation des surfaces agricoles nécessaires en fonction des régimes alimentaires, je vous conseille le blog de The Critical Vegan tenu par Nicolas B, et notamment cet article « Élevage, sécurité alimentaire et utilisation des terres, un immense gaspillage ». Et passons maintenant à l'article numéro 3. Elle a été publiée par Shader et collaborateurs en 2015 dans la revue Interface. Et ils se sont penchés eux aussi sur un scénario intéressant d'utilisation des surfaces agricoles. Dans leur étude, ils ont considéré que le bétail était nourri uniquement à partir de prairies et des produits du gaspillage alimentaire. Grosso modo, une partie de ce qui pourrait être donné au compost est récupérée et est donnée au bétail. Les surfaces cultivées seraient dédiées uniquement à l'alimentation humaine directe. Il y aurait donc 0% de compétition sur les surfaces cultivées entre le bétail et l'alimentation humaine. Ils ont étudié 3 scénarios. La situation actuelle, le scénario de référence de la FAO pour 2050 et le scénario à 0% de compétition pour la nourriture en 2050. Ils ont regardé les apports nutritionnels de ces 3 scénarios. Et voici l'origine de l'apport énergétique par jour et par personne de la situation actuelle. Il s'agit de 2763 kcal, dont 15% provient d'origine animale et 85% provient d'origine végétale. Pour le scénario de référence, ce serait 3028 kcal par jour et par personne, dont 17% seraient d'origine animale et 83% seraient d'origine végétale. Et pour le scénario à 0% de compétition pour la nourriture, il faudrait se limiter à 5% d'origine animale. Cela reviendrait à l'échelle de la planète à diviser par 3 l'apport énergétique d'origine animale. En France, 30% de l'apport énergétique est d'origine animale, et cela reviendrait à diviser par 6 l'origine animale de l'apport énergétique. Au niveau de l'apport protéique, à l'heure actuelle, il est à 34% d'origine animale et 66% d'origine végétale. Selon le scénario de référence, il passerait à 38%, et selon le scénario à 0% de compétition pour la nourriture, il faudrait se limiter à 11%. Encore une fois, cela revient à diviser par 3 les apports d'origine animale. En France, il s'agit de 63% de l'apport protéique qui est d'origine animale, et cela reviendrait à diviser par 6 cet apport protéique d'origine animale. Ils ont ensuite regardé pour les 3 scénarios la production possible. Ils ont compté le nombre d'individus en fonction des espèces, en commençant par le poulet. À l'heure actuelle, il y a plus de 17 milliards de poulets sur Terre. Il en faudrait plus de 33 milliards selon le scénario de référence. Et il faudrait se limiter à un peu plus de 5 milliards de poulets pour le scénario à 0% de compétition pour la nourriture.
C'est un résultat attendu puisque les poulets sont très peu nourris par les prairies et sont largement nourris grâce aux produits des récoltes effectuées sur les surfaces cultivées. Pour le porc, on constate la même tendance, cet animal étant beaucoup nourri par les produits des récoltes aussi. Maintenant, pour les ruminants, on voit que le scénario de référence projette également une augmentation du nombre d'individus. Mais pour le scénario à 0% de compétition, on voit que même s'il faudrait se limiter par rapport au scénario de référence, on pourrait quand même avoir plus de ruminants qu'à l'heure actuelle. Et là aussi c'est un résultat attendu puisque ces animaux peuvent largement être nourris par les prairies en mangeant de l'herbe. Ensuite ils ont regardé les surfaces cultivées nécessaires en fonction des 3 scénarios en excluant complètement les surfaces des prairies. À l'heure actuelle on cultive 1,5 milliard d'hectares. Le scénario de référence prévoit que l'on nécessiterait 1,6 milliard d'hectares et le scénario à 0% de compétition permettrait lui de réduire les surfaces cultivées à 1,2 milliard d'hectares. Et maintenant pour conclure, donc on a vu que le fait que l'élevage accapare 70% des surfaces cultivées, c'est faux. Il s'agit de 70% des surfaces agricoles totales ou alors un tiers des surfaces cultivées. Mais ça ne veut pas dire qu'en devenant vegan à l'échelle planétaire, on pourra récupérer 70% des surfaces agricoles. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On a vu qu'il existait différentes méthodes d'estimation, que l'on prenne en compte les surfaces agricoles totales ou les surfaces cultivées, que l'on autorise ou non les changements de l'utilisation des surfaces, que l'on calcule les surfaces nécessaires ou alors le nombre de personnes pouvant être nourries sur une surface donnée. Mais ces différentes méthodes d'estimation montrent toutes qu'il faudrait réduire drastiquement la consommation de viande si l'on veut réduire les surfaces agricoles nécessaires. Mais on a vu aussi que l'utilisation des prairies pouvait permettre de réduire légèrement les surfaces cultivées et pourrait permettre de nourrir plus de personnes que si l'on arrêtait complètement les produits animaux. Mais de là à dire que devenir vegan ce n'est pas si bon pour l'environnement que ça, c'est également faux. Pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de manger vos légumes, de conserver votre esprit critique et les tofu seront bien gardés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur Twitter @tofucritique, sur Facebook, et bien sûr, si vous le souhaitez, likez la vidéo, partagez et abonnez-vous.